parler sur l'impact de Covid-19, ok? Sur la cybersécurité, quel est le rôle de l'État, les entreprises privées et publiques dans la stratégie de prévention, de remédiation et de rebond? Pour commencer, j'aimerais faire des présentations par rapport aux intervenants. On a M. Arnaud Zailou, qui est expert en cybersécurité, et M. Farel Maïmbi, qui est MD aussi, et M. Trésor Kanga, qui est senior manager chez Ernest Young, ainsi que M. Alain Kilapi, qui a plusieurs titres. Et si je commence à citer ici, c'est tellement long. Déjà les débuts de cette pandémie, nous avons remarqué que les cyberattaques ont presque quadruplé partout. On se redit que les hackers sont des humains, mais et avec cette pandémie, ils auraient peut-être montré plus d'empathie. Mais on constate qu'ils ont doublé encore de attaques. Et deux secteurs que je note ont été le plus touchés, c'est l'éducation et le healthcare, le secteur médical. Et donc, nous sommes à la maison, nous devenons encore une troisième cible des hackers. Et je pense que c'est important que cette thématique soit débattue pour que nous puissions comprendre, en fait, comment ces gens qui se connectent à distance doivent se protéger. Voilà. Nous vivons cette période de Covid-19 où l'économie a réussi un véritable coup et point n'est besoin de les démontrer. Et en plus de ces coûts qu'a reçu l'économie, les entreprises aujourd'hui devraient passer en télétravail pour assurer la continuité de leur business. Et cela est arrivé à une vitesse imprévisible, à tel point que les entreprises ne s'y étaient pas préparées. Et pour beaucoup, il n'y a pas eu de formation préalable de leur personnel qui devait passer en télétravail. Et même en termes d'infrastructure, il n'y a pas eu de préparation pour prendre en charge ce nouveau mode de travail. Et cela a donc ouvert une vulnérabilité au risque cyber-attaque contre l'utilisation à des fins professionnelles des matériels privés, des employés, des matériels privés qui sont moins protégés que les matériels corporate, par exemple, où on constate, par exemple, de manquements des mises à jour de sécurité, et même une qualité des réseaux dégradée, et même un personnel qui baisse des niveaux de vigilance puisqu'il travaille chez lui à la maison. Donc, tout ça montre que cette question est d'une importance capitale qui devait être prise au sérieux par les décideurs ou par toute organisation et à tous les niveaux. Comme Farel a dit au début, depuis la pandémie, on a remarqué les attaques qui ont augmenté par rapport à tout ce qui est healthcare. Donc, chaque jour, on regarde nos logs, on voit nos SIM et tout. On se rend compte que de plus en plus, on est targeted. Et maintenant, avec le fait que nous travaillons tous de la maison en majorité, pour ceux qui peuvent le faire, tout le monde est un peu plus vulnérable. Ça, c'est vrai. Mais il y a des sociétés ou des compagnies qui sont plus vulnérables que les autres. Par exemple, chez moi, dans ma société, la majorité de mes gars IT travaillent tous de chez eux à la maison depuis des années. So, la majorité des gars, même dans la compagnie, travaillent de leur laptop. Ils peuvent être n'importe où travailler. Pourquoi? Parce que bon, nous travaillons tous, toutes nos applications sont presque cloud-based. So, on n'a pas eu le même impact que, disons, une société où tout le monde doit venir au bureau, toutes les applications sont locales et tout. Aujourd'hui, par exemple, j'avais prévu d'aller faire cette conférence au bureau, puisqu'au bureau, j'étais sûr d'avoir de l'électricité, par exemple. Mais je suis resté chez moi, heureusement que j'ai l'électricité, puis je pouvais bien voir mon visage. Donc ça, déjà, c'est un challenge aujourd'hui. J'ai certains de collègues qui ne savent pas rendre leurs travaux à temps, qui ne savent pas aider certains de nos clients, certaines organisations, tout simplement puisqu'ils ont plusieurs jours sans électricité. Ça, c'est un fait. Donc, l'électricité. Un autre challenge aujourd'hui,
c'est l'Internet. Quels sont les services que le provider ou les opérateurs des télécoms peuvent nous fournir pour avoir un débit acceptable pour faire du télétravail? Ça également, c'est une grande question. Notre challenge qu'on retrouve dans certaines organisations, c'est le manque d'infrastructures. Dans les secteurs publics, par exemple, ils ne peuvent pas implémenter les travails à distance comme les font certains privés, pas tous d'ailleurs, puisqu'il n'y a quasiment pas d'infrastructure. On a besoin de penser à ce qu'on appelle critical infrastructure. Right? Critical infrastructure, ça a été défini dans plusieurs pays déjà. Où est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, on a, je pense, une affaire comme 16 critical infrastructure qui viennent de l'électricité, health services, emergency services, telecommunications, supply chain, oil and gas. Il y a tous ces trucs. Et il y a une hiérarchie à tout ça. Mais non, quand on dit critical infrastructure, c'est pas nécessairement tout, c'est pas le gouvernement qui détient tout ça. Les télécoms, par exemple, c'est pas le gouvernement. Au Congo, oui, l'électricité, c'est encore le gouvernement, mais bientôt, ça va sortir de là. Quand on parle supply chain, c'est pas le gouvernement. Ce sont les privés qui font le supply chain. So, il y a tout ça qui doit être mis en place et puis les gens doivent vraiment penser à tout ça. Ça, c'est des choses qui se passent. Il y a notre équipe dont un des collègues est aujourd'hui en train d'assister un client dans les investigations sur une cyberattaque qui avait touché son infrastructure. Je pense que la question n'est pas est-ce qu'il y a des cyberattaques. Il y aura toujours des cyberattaques. Et en plus, maintenant, le truc, c'est il y a la version est-ce que c'était successful ou pas? Parce que chaque jour, on nous scanne. Chaque jour, il y a quelqu'un qui essaie un SQL injection. Chaque jour, le truc, c'est de ne pas tomber pour ça. Chaque jour, on a des phishing attempts. Donc, on aura toujours ces attaques-là. Mais le truc, c'est de rester du côté où tu te dis, oups, aujourd'hui, la journée est terminée, je n'ai pas eu d'incident. Ou je n'ai pas eu d'incident grave. C'est ça. Parce qu'on a toujours un incident là, il y a un phishing, il y a ceci. Ça existera toujours. Donc, c'est plutôt, je pense qu'on peut plutôt se dire, qu'est-ce qu'on fait au Congo en général pour dire, est-ce qu'on a les équipes qu'il faut pour aider quand il y a une cyberattaque? Aujourd'hui, on peut dire, OK, EY peut le faire. Mais disons qu'on a 5 compagnies qui ont des attaques. Qui va aider toutes ces 5 compagnies? C'est ça. Est-ce qu'on a des gens qui peuvent faire forensics, qui peuvent faire tous ces trucs? Est-ce qu'on a les capacités? Il y a tous ces trucs aussi qui viennent avec tout ça, qui vient avec COVID, parce qu'on sait qu'avec COVID, tout a augmenté. Je peux dire d'entrée des jeux, aujourd'hui, les premiers efforts que nous, experts en la matière, sommes appelés à faire, c'est, à mon humble avis, c'est dans la sensibilisation des utilisateurs à l'hygiène sur la cybersécurité. Ça, c'est un effort que nous devons fournir dans la sensibilisation. La security awareness. Il faut que les gens soient sensibilisés, savoir quel comportement adopter, quelle attitude adopter face à tel ou tel autre outil de travail. Regardons autour de nous. Je ne sais pas si Trésor a cette expérience. Beaucoup utilisent leur téléphone pour se connecter à distance. Mais ces mêmes téléphones, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils vont sur quel site avec? Quels sont les logiciels malveillants qui sont installés sur ces téléphones? Pareil avec les laptops personnels. Les laptops personnels qui ne sont pas les laptops du travail. Les laptops corporate ont des restrictions. Il y a des GPO qui vous interdisent de faire X, Y, Z. Beaucoup d'utilisateurs ne sont même pas au courant des risques qu'ils encourent eux-mêmes et qu'ils font encourir à leurs entreprises. Je prends un exemple. Je suis avec une amie, son téléphone sonne, il n'est pas allé au travail. Il y a son collègue qui l'appelle. J'ai besoin de tel document. Ah non, ma machine est éteinte. Attends, je t'envoie mon password pour que tu puisses ouvrir ma machine. Mais ça, c'est plus que grave. C'est parce que les gens ne sont pas au courant. Voir tout par rapport à people, process and technology, right? So, the people part, ça c'est ce qu'Alain a dit. On doit faire les security awareness, sensibiliser les gens et tout. Ça, c'est vrai. Mais à la fin, on a besoin de technical controls pour renforcer tout ça. Parce que si tu parles seulement aux gens et qu'ils vont quand même cliquer les liens,
tu as le ransomware que tu amènes dans tes systèmes. Donc, tu dois être en mesure de dire, OK, même si j'ai parlé aux gens, si quelqu'un clique sur un lien qui n'est pas bénigne, ce qui va arriver, c'est que ça va aller, s'il y a un download, quelque chose comme ça va aller dans un sandbox qui va détonner ça, qui va après dire, oh, this is bad, so don't let it go through. Il faudrait que cette question soit prise en compte à tous les niveaux d'une organisation. Donc, les actions doivent être appropriées à tous les niveaux d'une organisation. Au niveau du top management, ils ont des actions à prendre. Au niveau des équipes IT et InfoSec, ils ont également des actions à prendre. Et au niveau des employés, Arnaud l'a très bien dit, aujourd'hui, tu es à la maison, il y a une sorte de relâchement chez moi au bureau. Quand je quitte mon poste pour aller à la cafette, pour aller au petit coin, je lock ma machine. Mais à la maison, tu n'as pas ce réflexe. Mais tu as un petit garçon à côté qui peut venir faire n'importe quoi sur ta machine, cliquer sur un lien, il ne pouvait pas, ou toi, tu ne pouvais pas cliquer, mais il clique. Et puis, tu as un phishing qui prend place. Donc, à tout le niveau d'une organisation, top management doivent revoir les policies, renforcer leur sensibilisation. Les équipes InfoSec et IT doivent renforcer la sécurité des VPN, les patchs. Et au niveau des employés, une bonne hygiène, comme disait Alain tout à l'heure, une bonne hygiène de cybersécurité. Et c'est de cette façon qu'on peut avoir une bonne stratégie et éviter une sorte d'hécatombe numérique ou de pandémie numérique. C'est que moi, j'aimerais ajouter, surtout qu'on est dans la période de Covid, les travailleurs qui sont à distance n'ont pas besoin d'accéder à toutes les ressources, même non importantes. Donc, il faut vraiment laisser les accès qu'aux ressources critiques, mais les ressources qu'on sait, on n'en a vraiment pas besoin, mieux vaut le mettre non accessible pour ne pas augmenter, si tu veux, les surfaces d'attaque, les possibilités qu'on soit et aussi mettre en repos certains projets. Par exemple, certaines entreprises veulent toujours continuer sur certains projets en ce moment. Je trouve que le moment est très dur pour tout le monde et il faut que vous puissiez regarder de projets opérationnels. Je pense que l'expérience Covid devrait nous pousser à mettre déjà des bases pour construire un cadre qui pourra évoluer vers la maturité avec le temps. Qu'est-ce que nous attendons sur les plans cybersécurité au niveau de l'État? Justement, c'est le cadre légal et réglementaire. C'est ce que nous attendons au niveau de l'État. Aujourd'hui, nous évoluons dans un vide juridique. La cybersécurité, la cybercriminalité, il n'y a aucune loi dessus. Les télétravail, il n'y a pas de loi par rapport à ça. Il nous revient maintenant à nous, experts en la matière, de nous rapprocher des politiques pour les amener à réglementer les secteurs de cybersécurité. Comme je l'avais dit, aujourd'hui, nous parlons numérisation. Mais c'est quoi les risques qui viennent après? Heureusement que Covid est venu précipiter les choses. Le télétravail doit être laissé aux entreprises de décider comment ils veulent gérer le télétravail pour leurs employés. Avoir une loi qui va forcer les gens à faire ça, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Mais avoir une loi sur la cybercriminalité, tout ça, oui, ça, je suis d'accord. Solution à éviter, ce que je vais dire, c'est que tu évites les solutions par rapport à ton risque. C'est ça. Tu as un budget, tu as un risk assessment, tu évalues les solutions par rapport à ton entreprise et par rapport à où ça tombe dans le risque, tu évites ou tu acceptes. So, on ne peut pas dire en général éviter telle solution et éviter telle solution. Non. Mais ce qui est sûr, il y a des solutions en général, tu peux regarder, tu dis écoute, il y a ces open source, où est-ce que ça a été créé? Et quand on parle de open source, yes, il y a des bonnes solutions qui sont open source. Mais souvent, le problème, c'est tu prends open source et puis tu n'as pas de support. Tu fais comment? Tu as les gens qu'il faut pour pouvoir faire le support après. Quand le truc break, il faut recompile les choses, revoir les codes, changer les trucs. Tu as les capacités en interne pour faire cela. Au niveau de l'État, il y a des questions qui peuvent également se poser. C'est un sujet qui revient dans beaucoup de forums où tu trouves des IT de l'État, c'est la souveraineté des données. Une question en 5 secondes. Est-ce que nous avons un choix localement? C'est là tous les problèmes. Si localement nous avons un choix de mettre sur pied des IT qui peuvent développer des solutions
open source pour sécuriser les gestions de l'État, on y va pour. Si on n'a pas les choix, pour ne pas laisser un vide numérique, un vide sécuritaire, on se tourne vers les sécurités d'autres fournisseurs, mais avec le risque de s'exposer, de perdre sa souveraineté numérique. Voilà. Il faut connaître ces risques pour pouvoir financer sa stratégie. Comment on connaît ces risques? Pour connaître le risque, l'entreprise d'abord se connaître elle-même, connaître ses opérations. Et par rapport à ça, on peut lier les risques. Quels risques, par exemple, quels sont les processus qu'on a? Quels sont les risques que ces processus ont? Parce qu'on n'a pas un risque out there qui est attaché à un processus qu'on n'a pas. Parce que je ne peux évaluer les risques par rapport au processus que j'ai en interne. Donc, connaître ces processus, élaborer, regarder les risques de l'entreprise en général par rapport à ces processus. Et c'est là qu'on verra quelque part, on a des risques opérationnels, on a des risques de IT, on a des risques cyber security, on a des risques d'ici, on a des risques de crédit, et voilà, machin. C'est un peu ça, quoi. Sur les gens en général, je suis sûr que les entreprises en général connaissent leurs risques opérationnels. C'est à nous, les professionnels de l'IT et tout, de pouvoir translate les risques cyber et tout ça là, pouvoir le faire monter jusqu'au board, au directeur, les faire comprendre ça de la manière dont eux, ils parlent. Parce que les besoins en sécurité viennent à partir du moment où on prend conscience de la valeur qu'on représente. Et là, les besoins en sécurité viennent. Lorsque le board décide sur le budget à allouer à la sécurité, les ciseaux, normalement, doivent être autour de la table pour pouvoir vendre au board, leur parler en des termes business, pas en des termes cyber, mais en des termes business. Pourquoi ils doivent investir autant dans la sécurité? Je pense que c'est un aspect très important pour pouvoir amener les boards à mettre sur la table les paquets nécessaires pour les actions de protection des actifs de l'organisation. Ce que je dirais, c'est, comme on dit, la répétition, la mère de la toute chance, right? Donc, continuer à avoir security awareness. Continuer à avoir security awareness. C'est tout ça qu'on peut faire. Security awareness, on devrait la considérer comme les repas, les repas qu'on prend tout le matin ou tous les jours. On ne s'est jamais fatigué un matin pour dire j'ai trop pris de petits déjeuners, aujourd'hui j'en prends pas. Donc on a toujours ce besoin-là chaque matin de commencer sa journée par un breakfast. Et c'est comme ça qu'on devra considérer le security awareness. Sans se lasser, continuer à sensibiliser. Ça dépend d'une organisation à une autre. Parce qu'il y a des organisations pour lesquelles, par exemple, quand tu vois le CIA Triangle, il y a des organisations dans lesquelles le C, c'est plus important que le I ou l'availability. Par exemple, dans les hôpitaux. Integrity and availability, c'est high pour moi parce que si les résultats d'un lab sont mauvais, par exemple, pour moi, ça veut dire qu'on peut injecter quelque chose d'autre à quelqu'un et quelqu'un va mourir. Donc, ça dépend d'une organisation à une autre par rapport à qu'est-ce qui est le plus important dans son CIA Triangle, en sachant que les autres sont aussi importants. Mais qu'est-ce qui est la tête, au fait? C'est ça. Oui, bon, moi, je pense qu'on devrait, dans tous les risk assessment, il y a une part de responsabilité du top management pour évaluer quels sont les risques qu'il est en mesure de prendre. Je conseillerais de limiter, là où on peut limiter l'humain, utiliser des outils d'automatisation. Dans ce cas-là, vous pourriez éviter que la décision soit toujours chez l'homme. Et quand il y a trop de décisions aussi chez l'homme, vous savez qu'étant imparfait, nous ne sommes pas toujours épargnés de ces erreurs. On a un groupe sur WhatsApp pour le moment qui inclut d'abord des Congolais qui sont dans Cyber Security, mais en plus de ça, on a aussi décidé d'inviter les autres qui sont dans l'IT en général, que ce soit des gens qui sont administrateurs, système, network, même nos amis qui sont dans l'audit, ils sont aussi là à l'intérieur parce que nous pensons que nous devons tous être au même endroit quand nous réfléchissons aux choses. Comme ça,
nous avons tous les points de vue et j'espère que des chocs des idées qui sortiront de ce groupe, ça va améliorer la manière dont nous gérons la sécurité, l'IT en général dans nos organisations personnelles. Échange très constructif. J'ai beaucoup appris des autres. Merci beaucoup. Donc, que ce ne soit pas un dernier, il faut des séminaires pareils. J'espère qu'après Covid, on pourra faire d'autres en gros plan, en présentiel par exemple, pour papa. Voilà. Ouais. Merci également aux organisateurs pour l'opportunité d'échanger sur ces sujets d'actualité. Et c'était intéressant d'apprendre de ces échanges. Et je pense que chacun dans son rôle, donc chacun dans sa position, on a plutôt un rôle à jouer dans la construction de cette culture de cybersécurité au sein de notre organisation. Au mot de la fin, j'aimerais remercier les organisateurs. C'est vraiment une très bonne idée. On ait maintenant des forums comme ça où on peut discuter avec tout le monde. On a des questions, on peut mettre nos idées à tout le monde, que tout le monde peut voir les idées et puis discuter. Et j'espère que de ces idées, les autres vont prendre des décisions pour mieux sécuriser leur organisation ou l'État va décider de prendre certaines décisions qui vont aller en faveur de tout le monde, la communauté en général. Mais en tout cas, je suis très, très content d'avoir participé à ce cours. Merci à tout le monde, merci à vous. Nous vivons quand même un temps où l'économie est à l'arrêt, tout le monde le sait. Je crois que de plus en plus d'organisations doivent devoir faire ce qu'on appelle le cost rationalization, qui vous demande en fait à dépenser moins, mais à utiliser des outils qui sont là. Et je pense que les experts ont pu chacun citer en tout cas des solutions à utiliser. Les agents de l'État, vous comprenez que vous avez un grand rôle à jouer dans cet écosystème. Je vous dis merci.